à tous. Aujourd'hui, on va parler d'Avatar de James Cameron. J'adore ce film, j'attends tellement la suite. Mais d'ailleurs, j'y pense, tu l'as vu toi? Ça vaut quoi? Dis-moi tout, dis-moi tout. Non. Mais pourquoi? Tu ne crois pas que c'est mieux de le découvrir par toi-même? C'est vrai. Et puis, au fond de toi, tu le sais très bien que ça va être l'un des plus grands films de tous les temps. C'est vrai aussi. Ah, James Cameron. Heureusement qu'il est là pour rehausser le niveau des blockbusters. Avant de commencer, je vais balancer un avis qui va faire que la plupart des gens vont quitter cette vidéo immédiatement en colère en mettant un pouce rouge, tandis que les autres vont rester par curiosité. Je préfère Avatar à Star Wars. Et pas uniquement les derniers films, hein, ça c'est une évidence. Pourquoi donc? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais au-delà de ça, il y a des éléments à préciser qui ont clairement joué dans cet avis. Le Retour du Jedi est sorti 5 ans avant ma naissance. J'ai donc grandi dans un monde dans lequel Star Wars a toujours existé. Dans la cour de récréation, on en parlait, surtout avec les ressorties des films. Et pas uniquement au cinéma, les coffrets VHS, c'était la folie à l'époque. Bref, j'ai grandi dans un monde où Star Wars a toujours été présent. Et avant même de découvrir les films, je savais ce qu'était un sabre laser et je connaissais Luke Skywalker et Darth Vader. D'une certaine manière, je n'ai jamais découvert Star Wars. Alors qu'Avatar, je l'ai découvert en salle du haut de mes 21 ans. Et toute proportion gardée, et encore, j'ai vécu ce film comme une claque, comme ceux qui ont découvert Star Wars à sa sortie en 1977. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, Avatar a une place importante dans mon cœur. Mais ce n'est pas uniquement pour ça. Je pars du principe que vous avez tous vu le film, je vais donc spoiler comme un gros porc, c'est parti. Que raconte donc Avatar? L'histoire de Jake Sully, ancien marine qui va infiltrer les navires Omaticaya pour finalement devenir l'un d'entre eux. Avatar, c'est avant tout une naissance, la naissance de Jake Sully. Tout commence d'ailleurs de manière très explicite avec la naissance de l'avatar de Jake, après avoir été conçu et enfermé dans un caisson rempli d'un liquide qui rappelle forcément le ventre de la mer. Jake, qui a les jambes paralysées, rappelons-le, découvre une nouvelle manière de vivre lorsque son esprit est transféré pour la première fois dans son avatar. Il découvre son nouveau corps et les sensations qui vont avec. Sensations qu'il a perdues pour certaines activités, comme marcher, courir, ou tout simplement se tenir debout. On assiste alors à une véritable scène de naissance et de découverte de son corps. C'est bête à dire, mais des scènes de pure naissance, réalisées de manière extrêmement simple et logique à la fois, on n'en voit quasiment jamais au cinéma. Jake va observer son corps, chercher à le comprendre, à l'appréhender, dans une scène magnifique et purement sensorielle. C'est littéralement un nouveau-né qui découvre la vie. Un nouveau-né, c'est exactement ce qu'est Jake à ce moment-là. Lorsqu'il rencontre Neytiri, c'est l'une des premières choses qu'elle lui dit. C'est un bébé, il est ignorant, comme un enfant. Un enfant qui par conséquent doit apprendre. Et afin de pousser la métaphore de la naissance, dès que Jake rencontre le peuple Omaticaya, on assiste à son baptême. En effet, Moat, l'Atsaïk, lui demande comment il s'appelle et le renomme Jake Sully. À l'oral, ça peut sonner étrange. Le personnage a pour prénom Jake et pour nom de famille Sully. Mais les Omaticaya, hormis Neytiri, l'appellent tous Jake Sully, en un seul mot. Ce n'est pas anodin, ça a son importance, on y reviendra plus tard. La naissance se poursuit de manière spirituelle avec l'acceptation de Jake Sully au sein du peuple via une cérémonie. La véritable naissance, ou plutôt renaissance, arrive à la toute fin du film, lorsque Jake va physiquement devenir Jake Sully, transférant définitivement son esprit dans celui de son avatar, devenant ainsi un équivalent de Na'vi à part entière. Lors de son dernier enregistrement vidéo, Jake précise bien qu'on l'attend pour son birthday, qui ne signifie évidemment pas anniversaire ici, mais bien un jour de naissance. Jake se réveille alors dans son nouveau corps. Il n'est plus un humain, il est devenu son avatar. Il est un Na'vi, il est né. Et justement, la thématique du réveil est aussi très présente. Dès le début du film, avec le réveil de Jake, en contradiction avec son frère qui lui ne pourra plus se réveiller. Puis il y a logiquement le réveil dans le corps de son avatar. S'ensuivent alors les réveils dans son corps d'humain, dans une réalité qui se mélange peu à peu et s'inverse au fil du temps, tel un réveil qui devient alors spirituel. Le réveil symbolise aussi une prise de conscience. En s'éloignant de Jake le temps d'une réplique, Grace Augustine demande à Parker Selfridge de se réveiller, avec la signification évidente d'ouvrir les yeux sur la situation. Il y a alors un réveil brutal de Jake dans son corps humain, brutal aussi bien physiquement que psychologiquement parlant. Ce dernier déclare alors I was a warrior who dreamed he could bring peace. Sooner or later, though, you always have to wake up. Un réveil encore plus brutal lorsque dans le corps de son avatar, il découvre ce qui s'est passé. Un réveil de sa conscience qui le pousse alors à agir et tenter le pari fou de devenir Tolok Macto. Et puis il y a ce réveil extrêmement violent, lorsque Quaritch l'oblige à quitter son corps d'avatar. Au-delà de la tension et de la scène d'action qui découle de cette séquence, la brutalité du réveil est surtout là pour nous offrir une scène d'une grande émotion. Jake, qui a perdu connaissance, se réveille dès qu'il enfile son masque dans les bras de Neytiri, qui le voit pour la première fois
soit tel qu'il est réellement dans son corps humain. Le fameux I see you qu'ils échangent prend alors tout son sens dans cette scène d'une incroyable beauté et très puissante émotionnellement. On en revient alors au plan final, miroir du premier plan sur Jake Sully qui ouvre les yeux. Et justement, intéressons-nous à ce dernier plan dans lequel le personnage ouvre ses deux yeux alors qu'il est cadré de manière à ce qu'on le voit en ouvrir qu'un seul au début du film. Ce n'est pas du tout anodin. En effet, Avatar est une représentation et une mise en scène de la théorie de la bicaméralité. Qu'est-ce que la théorie de la bicaméralité? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il s'agit d'une théorie Oui, j'insiste, c'est une théorie, pas un fait scientifique. élaborée par le psychologue Julian Jaynes dans les années 70, qui repose sur le principe qu'avant d'être conscient, l'esprit humain était divisé en deux parties. D'un côté, la partie qui parle, de l'autre, celle qui écoute et obéit. Deux parties qui pourraient être aujourd'hui associées aux deux hémisphères du cerveau. L'hémisphère droit, celui qui parle, est associé au Dieu, mais aussi à la féminité. C'est la partie créatrice et sensible de la conscience. L'hémisphère gauche, celui qui écoute et obéit, est associé à l'homme et à la masculinité. Comment donc James Cameron met en scène cette théorie dans son film? Il le fait au travers de Jake Sully et de son parcours. Jake est présenté comme un soldat qui a toujours appliqué les ordres, à l'inverse de son frère jumeau, le scientifique. Dès le début, Jake est montré comme un personnage dont il manque la moitié, ce qui est littéralement le cas du fait de son handicap. Il a perdu l'usage de ses jambes, il ne peut plus utiliser une moitié de son corps. Bien que participant au programme Avatar, Jake est considéré comme un bon petit soldat prêt à obéir. La découverte de son corps d'avatar est un premier pas vers la réunification des deux moitiés. Jake possède un corps complet. Lorsqu'il rencontre le peuple Matikaya, comme dit précédemment, on le renomme Jake Sully. Tout attaché, on passe de deux noms séparés à un nom complet. Le peuple Navi Omaticaya, qui est d'ailleurs le représentant de la partie de la conscience sensible et assimilée à la féminité, en opposition à Quaritch et ses hommes. En effet, il s'agit d'une société dirigée par un chef, mais dont les plus grandes décisions passent par la Tsaïk, sorte de chaman, chef spirituel, qui est donc une femme, ici Moat, la mère de Neytiri. Tout au long de son parcours, Jake va devenir de plus en plus proche des Navi, réunifiant peu à peu sa conscience. Et c'est pour ça que le film se conclut sur ce plan miroir de Jake Sully, qui cette fois-ci est montré en train d'ouvrir les deux yeux. Son parcours lui a permis de réunir ces deux parties de la conscience, de devenir enfin un être complet. Ça va même plus loin. Jake ne devient pas simplement un Navi, son esprit est transféré dans le corps de son avatar, qui diffère légèrement de ceux des Navis. Jake est donc enfin complet en devenant littéralement son avatar. Et qu'est-ce qu'un avatar dans la culture hindoue et principalement le vishnouisme? C'est l'incarnation d'une divinité sur Terre. En réussissant enfin à être complet, Jake Sully s'affranchit de son statut d'être humain pour devenir une sorte de dieu. Oh mon dieu! Cela voudrait dire qu'Avatar ne raconterait pas uniquement l'histoire de Pocahontas et les Schtroumpfs? Wow, quelle nouvelle! Ça va être quoi la suite? Que Gravity et Manufacture Hero racontent des trucs eux aussi? J'ai tout résumé très brièvement. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo du Ciné-Club de Monsieur Bobine consacrée au film, ou encore d'aller écouter le deuxième podcast Capture Mag consacré à James Cameron, notamment une intervention de Rafik Djoumi pour approfondir ce sujet passionnant. Avatar est donc le parcours d'un être qui va s'accomplir et transcender sa condition. En cela, Jake est une incarnation parfaite du héros campbellien. Avatar s'inscrit donc dans la logique de films comme Star Wars. Il est un nouveau mythe. Un mythe qui est apparu à une époque qui en avait bien besoin. Bien entendu, comme tout mythe qui se respecte, il a ses influences au-delà du héros au mille et un visages de Joseph Campbell. Et influence n'est pas égale à plagiat. Si c'était le cas, toutes les histoires seraient des plagiats depuis bien longtemps, et aucun film depuis l'invention du cinéma ne serait original. Les inspirations de Cameron sont nombreuses. Je vais commencer par la plus évidente, et aussi la plus critiquée de manière assez surprenante. On parle sans cesse de plagiat de Pocahontas, Danse avec les loups ou Le Nouveau Monde. Le fait est que James Cameron a toujours dit avoir voulu faire un western dans l'espace, pour le dire un peu facilement. Cameron voulait rendre hommage aux westerns et aux grandes épopées qu'il avait vues dans son enfance. Donc oui, forcément, il y a un côté cow-boy et indien. Mais en quoi cela est-il gênant? Je n'ai jamais compris pourquoi cet aspect avait été vivement critiqué, alors que Cameron nous le fait comprendre dès le début du film via l'image. Ce plan-là, c'est un plan typique de western, avec une caravane ou diligence qui rentre au fort avec des flèches d'indiens un peu partout. Comment reprocher à un film d'être ce qu'il nous annonce être dès le début? L'influence la plus évidente de Cameron pour Avatar est cependant celle-ci. À condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours.
Plus sérieusement, les influences de Cameron sont diverses et puisent aussi bien dans la culture populaire que dans ses souvenirs d'enfance et adolescence. On pense notamment à l'un des écrits fondateurs de la science-fiction pulp moderne, Le cycle de Mars d'Edgar Rice Burroughs. Je vous recommande vivement de lire cette œuvre, particulièrement les 3 premiers romans absolument formidables. Je vous recommande aussi le film tiré du premier livre, John Carter, réalisé par Andrew Stanton. Qui n'a pas eu le succès qu'il mérite, alors qu'il est pourtant très réussi. Je pense notamment à une scène de bataille montée en parallèle d'une scène d'enterrement absolument incroyable. Je pense que la bande dessinée Valérian et Laureline, œuvre majeure de la science-fiction, a aussi influencé Cameron. Pas spécifiquement pour Avatar d'ailleurs, mais la bande dessinée de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières est une inspiration, pas forcément consciente, pour la plupart des créateurs d'univers de science-fiction depuis plus de 50 ans déjà. D'ailleurs, assez ironiquement, la seule partie intéressante de l'adaptation de Besson, qui reprend pourtant un élément de la bande dessinée, s'inspire fortement d'Avatar. Au-delà de toute sa passion pour les univers de SF qu'il apprécie tant et dont son amour transparaît déjà dans son premier court-métrage Xenogenesis, James Cameron ne cache pas le message écologiste qu'il cherche à transmettre avec Avatar. Et oui, au-delà de l'aspect cow-boy et indien, Cameron parle aussi logiquement de la manière dont on traite les tribus d'Amazonie par exemple, ou encore la négligence que l'on a par rapport à notre planète. Cameron est d'ailleurs engagé dans plusieurs causes, notamment celle contre le barrage de Belo Monte au Brésil, en soutien au chef Raoni Metuktir du peuple Kayapo. Et dans sa façon de filmer ce rapport entre l'homme et la nature, ainsi que de cultures que tout oppose, je suppose que James Cameron a aussi dû être influencé par la forêt d'émeraude. Un très bon film de John Boorman avec le regretté Powers Booth. Mais l'influence de Cameron ne viendrait-elle pas de Cameron lui-même? On le sait, les origines d'Avatar remontent à l'adolescence du réalisateur, suite à une vision qu'il a eue d'une femme bleue. La première ébauche du scénario date cependant de 1994, mais plus que la création même de Pandora et de son histoire, on parle surtout d'influence thématique chère à Cameron. On a déjà parlé de son amour pour la science-fiction et les grosses machines, que l'on retrouve logiquement dans Avatar. Mais il y a bien évidemment la présence de certains thèmes quasi récurrents dans tous ses films. Les femmes fortes, c'est ce qui est le plus évident. Tous ces films ont au moins un personnage féminin fort. Il y a l'armée aussi, ou alors des mercenaires, ou encore la notion de sacrifice chez un personnage. Et puis il y a aussi tout un aspect de héros prolétaires, qui parfois vont devenir mercenaires pour tenter de gagner leur vie, comme Jake Sully. Cependant, on a tendance à l'oublier, mais James Cameron cherche surtout à susciter l'émotion et à raconter des histoires d'amour. On associe James Cameron au spectaculaire, mais il est aussi un réalisateur de l'intime. Il met sa volonté d'en mettre plein les yeux au service de l'émotion. Avatar nous narre la naissance de l'amour entre Jake et Neytiri. Terminator, c'est une histoire d'amour à base de voyage dans le temps. Tout le film Abyss, aussi incroyable et fabuleux soit-il, nous raconte l'histoire d'un couple brisé et nous montre progressivement comment il va se reconstruire. Et Titanic, c'est une évidence, nous présente une histoire d'amour avant même le naufrage du célèbre paquebot. Titanic qui lie le spectaculaire grandiloquent et fascinant à l'intime, avec quelques magnifiques scènes, dont celle de la voiture par exemple. Et puisque l'on parle de Titanic, revenons un peu sur ce qu'il représente et pourquoi il est totalement logique qu'Avatar soit le film qui lui succède. Avec Titanic, James Cameron avait pour ambition de réaliser le dernier grand film du XXe siècle. Avec Avatar, il avait pour mission de réaliser le premier grand film du XXIe siècle. Titanic est le dernier grand film du XXe siècle. Expliquons cela, parce qu'évidemment, entre la sortie de Titanic et le début du XXIe siècle, il y en a eu des grands films. Je pense notamment à Matrix, sorti 1 an et demi après, mais Titanic se veut le film somme de ce siècle. Un film qui embrasse tout ce qui a été fait, qui s'inspire des grands films romantiques, des fresques historiques, etc. Titanic est un concentré des grands films qui ont forgé le cinéma du XXe siècle. Et c'est en cela que Titanic est le dernier grand film du XXe siècle. Il est l'aboutissement d'un genre de cinéma romanesque. Cameron pousse même ce concept encore plus loin, puisque le film traite directement de la destruction d'un ancien monde, avec les promesses de l'avènement d'un nouveau. Un nouveau monde qui va être celui de Pandora et de l'ère du numérique pour le cinéma. Avec Titanic, Cameron montrait déjà que le cinéma traditionnel, entre guillemets, allait avoir besoin du numérique. Avec Avatar, il nous prouve que le cinéma du XXIe siècle sera numérique. Mais plus que l'aspect technologique sur lequel on va revenir juste après, Avatar est le premier grand film du XXIe siècle parce qu'il est la première grande épopée, la première grande fresque romanesque populaire et surtout le premier monomythe de ce début de siècle. Monomythe original, je le précise, parce qu'évidemment, il y a eu le Seigneur des Anneaux. Et le public ne s'y est pas trompé, puisqu'à sa sortie, Avatar devient le plus gros succès du cinéma juste devant Titanic. C'est un truc qui est assez fou. Tout comme Titanic, les salles ne désemplissaient pas, avec des gens qui allaient voir le film encore et encore. Ça peut paraître dingue, parce que dans l'absolu, c'est un gros film de SF, mais le film a été vu et apprécié par des personnes qui ne sont normalement pas le public. Il y a des anecdotes assez incroyables, comme certaines personnes qui racontent que leurs grands-parents sont allés voir le film, l'ont aimé,
alors que leur dernière sortie cinéma remontait à Titanic. C'est clairement la force du film, l'aspect universel de ce qu'il raconte et la sincérité avec laquelle il le fait. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans la progression technologique. Cameron a écrit son premier jet en 1994. Il a pour ambition de lancer la production du film après la sortie de Titanic. Sauf qu'à l'époque, insérer des personnages de synthèse totalement crédibles avec des acteurs en chair et en os, ça aurait clairement pas eu la même gueule. Cameron se consacre alors à d'autres projets et décide d'attendre que la technologie soit au point avant de s'y lancer corps et âme. La technique de la motion capture, qui a fait ses preuves avec le personnage de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, attire forcément Cameron. Pour rappel, la motion capture est une technique qui permet de capter les mouvements d'un acteur afin de le reproduire sur un personnage de synthèse. C'est évidemment résumé très brièvement. C'est cependant le système de performance capture qui va pousser Cameron à se lancer dans le projet. La performance capture qui permet de capturer les expressions faciales afin de coller au plus proche du jeu de l'acteur. Une technique élaborée par Robert Zemeckis. Oui, le réalisateur de Retour vers le futur et qui veut la peau de Roger Rabbit. Qu'il a expérimenté en réalisant le premier film intégralement tourné grâce à cette technologie, le Pôle Express, en 2004. La performance capture qui est devenue une norme dans des films mélangeant prise de vue réelle et personnages de synthèse, comme la nouvelle trilogie de la planète des singes par exemple, ou bien dans des films d'animation intégralement tournés ainsi, comme La légende de Beowulf de Zemeckis, Le Tintin de Steven Spielberg, ou encore Pourquoi j'ai pas mangé mon père de Jamel Debbouze. Bienvenue poteau, sur le plus grand studio mocap d'Europe. Je sais pas bien ce que ça veut dire, mais... Je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai cité ce film. Vraiment, je sais pas ce qui m'a pris. En 2005, James Cameron se lance enfin dans la conception du film, qui débutera vraiment en 2006. Mais bien avant d'entamer quelconque tournage, il faut créer tout un univers et penser à développer des nouvelles technologies pour faciliter le tournage. Parce que si les bases sont bien là, il faut encore perfectionner le système et comme on le verra, en inventer de nouveaux. James Cameron a déclaré à propos du tournage d'Avatar: « J'ai toujours dit que la réalisation d'Avatar s'apparentait au fait de sauter du haut d'une falaise avec des aiguilles pour se tricoter un parachute. » Je vous passe les détails pour convaincre la Fox, qui en dépit du succès colossal de Titanic, a refusé de financer le film avant de se rétracter un peu au dernier moment pour accepter de le cofinancer. Tout ça pour éviter que le film se fasse chez Disney. Ce qui est un peu ironique aujourd'hui. Attaquons directement le cœur du sujet en nous attardant sur la conception du film. Comme on l'a dit, il a fallu créer tout un nouveau monde, un nouvel univers, avec sa faune, sa flore et sa cohérence biologique, ce qui n'est pas rien. Évidemment, Cameron n'a pas fait ça tout seul. Il a engagé plusieurs artistes talentueux pour imaginer et concevoir cet univers. Cameron avait bien entendu des idées qu'il a partagées avec ses équipes, mais tous ces artistes ont fait un sacré boulot. Tout le but de cette création était de faire de Pandora un lieu totalement nouveau et exotique, mais en prenant pour base le réel, afin de ne pas trop décontenancer le public et de le faire entrer plus facilement dans l'univers. Il fallait trouver le subtil équilibre entre un univers étrange et familier, créer le familier pour peu à peu faire venir l'étrange. Et pour que tout soit crédible aux yeux du public, il faut que tout ait du sens. Rien ne doit être laissé au hasard. Tout ce que l'on voit doit pouvoir être expliqué logiquement. Et c'est là qu'on se rend compte que l'une des forces de James Cameron, c'est qu'il est un grand maniaque perfectionniste qui ne laisse rien au hasard. Une créature ne doit pas être conçue juste pour être jolie. Même certaines espèces que l'on aperçoit à peine une minute ont été créées de manière cohérente, avec une explication logique pour le moindre détail, que ça soit leurs pattes, les yeux ou que sais-je encore. Prenons l'exemple des créatures volantes, les banshees, et par extension, le Léonoptérix. Il a fallu quasiment 2 ans pour arriver au résultat final. Il ne s'agit pas juste d'une sorte de dragon volant que l'on chevauche. Non, il a fallu le penser comme un réel animal à part entière, avec une fonction précise dans cet univers et une cohérence physiologique. Comment il bat des ailes? De quelle manière il se déplacerait dans telle situation? Où doit se situer l'orifice qui lui permet de respirer? Tant d'interrogations qui ont toutes nécessité une réponse afin de créer un univers cohérent de bout en bout. Maintenant, imaginez ça pour chaque créature, chaque plante et même chaque appareil motorisé. C'est même pas une blague, le moindre boulon devait être décrit et avoir du sens dans le fonctionnement de la machine. On ne va pas s'éterniser sur la création de tout, parce que sinon, on serait encore là dans 8 heures à vous expliquer la conception beaucoup trop précise et logique d'objets comme les visières pour le vol par exemple. Cependant, il est intéressant de quand même préciser 2-3 autres trucs. Tout d'abord, les costumes ne sont pas juste des inventions virtuelles. Ils ont totalement été imaginés par des créatrices de costumes habituées à travailler dans le cinéma.
qui les ont fait fabriquer en vrai, à taille réelle, pour vêtir des mannequins de navires. Le but était de visualiser réellement les textures et comment ces habits réagiraient selon les mouvements des personnages par exemple. Ce qui a grandement aidé les très nombreuses personnes chargées de la création des effets visuels ensuite. Et bien évidemment, il a aussi fallu concevoir les navis. L'objectif était de créer une espèce à la fois proche de l'humain pour faciliter l'identification, mais en même temps très différente. D'où l'aspect félin de certaines parties du corps, ou encore les 4 doigts au lieu de 5. De nombreuses recherches ont été effectuées pour trouver la forme définitive des navis, mais c'est au final un dessin de Cameron qui a été retenu. En même temps, une grande femme bleue lui était apparue en rêve des décennies auparavant. C'est normal que sa vision soit la plus proche de l'aspect définitif. Un univers cohérent ne passe toutefois pas uniquement par le visuel, même si c'est essentiel. James Cameron a demandé très tôt dans la conception du film au professeur de communication et consultant linguistique Paul Frumer de créer la langue Navi. Ce qui a été nécessaire puisque la plupart des natifs au Matikaya ne parlent pas l'anglais. Alors c'est bien beau de créer un univers cohérent et totalement nouveau, mais il faut ensuite le mettre en image. Et bon sang, le tournage d'Avatar a été un sacré défi. Comme on l'a dit, il y avait déjà eu de grandes prouesses techniques comme le Pôle Express, même si on ne va pas se mentir, ce dernier reste une œuvre un peu étrange, frôlant constamment la vallée dérangeante. Quant à Beowulf, il sort fin 2007, 2 ans avant Avatar, et si le film impressionne réellement sur certains plans, c'est plus compliqué pour d'autres. Le défi avec Avatar est donc de taille. Il faut que tous les effets spéciaux soient réussis et semblent réels, d'autant plus que le film mélange prise de vue réelle et animation. Une partie du film est alors tournée dans ce que l'on appelle le volume, dans lequel se fait le tournage en performance capture, tandis que le reste est constitué des prises de vue réelles. Attardons-nous un peu sur ce fameux tournage dans le volume. Parce qu'il est bon de rappeler que le tournage Avatar, ce ne sont pas des comédiens en combinaison devant un fond vert. La performance capture consiste à capturer le jeu d'un acteur pour le recréer en image de synthèse. Les acteurs sont donc vêtus d'une combinaison spécifique et jouent librement dans un grand espace, filmé par des dizaines voire des centaines de caméras qui reproduisent alors leurs mouvements en 3 dimensions. Le but de la performance capture est surtout de bien saisir les expressions du visage. Ainsi, les acteurs portent un casque, moulé spécifiquement pour eux, avec une caméra qui vient filmer uniquement leur visage, maquillé avec des points verts. Cameron, perfectionniste, demande en plus à des cadreurs de filmer les scènes sous différents angles afin d'avoir le plus de témoignages possible du jeu des acteurs. Oui, il est bon de rappeler que derrière ces personnages de synthèse, il y a avant tout des acteurs. Des acteurs qui semblent déambuler de manière étrange dans un grand décor que l'on imagine vide, alors qu'en vérité, même s'il faut s'y habituer, c'est une manière de se concentrer totalement sur le jeu. Ça ne veut pas dire que le tournage est du tout repos, loin de là même. Il n'y a qu'à voir les sessions de vol à dos d'un appareil mécanique simulant le vol d'un Banshee. Les acteurs bien réels doivent se mouvoir, se pencher, sauter, tomber, etc. pour que leur avatar de synthèse, c'est le cas de le dire, fasse la même chose dans le film. La performance capture doit être un outil technologique utile. Ça doit être un maquillage numérique. Un maquillage qui laisse donc plus de liberté aux acteurs et qui ne nécessite pas des heures de maquillage réel par jour. Je vais prendre l'exemple de 2 maquillages différents pour 2 itérations d'un même personnage fictif. Hellboy, d'un côté celui de Del Toro, incarné par Immense Ron Perlman, et de l'autre celui de Neil Marshall, campé par David Harbour. D'un côté, on a un maquillage très réussi, mais terriblement long à mettre en place et pas très agréable pour Perlman, mais qui lui permet de bouger assez librement. De l'autre, on a un maquillage lui aussi très long à mettre en place, mais qui semble tellement gêner le pauvre David Harbour que rien que parler lui semble une corvée. L'avantage de la performance capture, c'est que l'on peut être n'importe qui, voire n'importe quoi, et jouer librement, sans encombre. D'ailleurs, je tiens à dire que j'aime beaucoup le jeu des acteurs dans Avatar. Sincèrement, Zoé Saldana est incroyable en Neytiri, et il n'y a qu'à regarder les prises de vue dans le volume pour se rendre compte qu'elle donne tout, qu'elle est à fond, et que même en combinaison avec un casque sur la tête, elle est Neytiri. Elle est le personnage, elle l'incarne totalement. Ce ne sont pas uniquement les effets spéciaux qui rendent ce film aussi incroyable. Il y a beaucoup d'acteurs très bons dans le film. Sigourney Weaver, bien évidemment. J'adore l'évolution de la relation entre Grace et Jake, que je trouve sincèrement très touchante. Puisqu'on parle de Jake, Sam Worthington trouve ici son meilleur rôle. En même temps, je ne suis pas vraiment fan de sa filmographie, hormis Avatar et tu ne tueras point. Sissy Spounder interprète très bien Moët Latsaïk. Cependant, si on accepte Zoé Saldana qui est particulièrement incroyable, ma performance préférée est peut-être celle de Laz Alonso, qui est très expressif et qui incarne très bien Tsute. Et j'aime beaucoup le personnage de Tsute, c'est comme ça. Le fait est qu'avoir de bons comédiens, c'est une chose, mais contrairement à ce qu'a naïvement cru James Cameron avant le tournage, malgré les avancées technologiques,
tous les mouvements du visage n'étaient pas parfaitement reproduits. Il a donc fallu animer les mouvements des personnages et rendre leur visage et expression faciale hyper réalistes. Ça a été l'un des plus grands défis d'Avatar. Les animateurs ont élaboré de nouvelles techniques permettant de coller au plus proche des muscles pour un résultat Absolument saisissant. Encore aujourd'hui, Avatar est bluffant. Sans oublier le rendu des yeux, d'une crédibilité totale, et cette peau. Mais regardez-moi cette peau. Elle est presque plus réelle que de la vraie peau filmée. Avec les effets de peinture à la fin, c'est juste dingue visuellement. C'est tout l'intérêt d'avoir des caméras qui filment uniquement le visage, mais aussi des caméras témoins. Parce que pour les scènes où les acteurs sont très proches, comme la scène du baiser, impossible d'avoir une caméra devant soi si on veut interagir avec son partenaire de jeu. La performance capture, comme on a pu le voir, est donc un moyen de capter au mieux le jeu des acteurs, libres de leurs mouvements. On se rapproche d'un jeu de théâtre, dans lequel on se déplace sur une scène avec seulement quelques accessoires, et sur laquelle on laisse libre cours à son imagination, tout en privilégiant son jeu d'acteur. Donc contrairement à ce que l'on pourrait faussement croire, le numérique et les nouvelles technologies ne nuisent pas aux acteurs et aux jeux classiques. Au contraire, c'est même une sorte de retour aux origines. Actors have said to me, you know, sort of half jokingly but a little nervously, so what, are you trying to replace actors? And of course the answer is no. We love actors. This whole thing is about acting and it's about creating these fantasy characters through the process of acting. Mais Avatar, ce n'est pas que des acteurs en performance capture, c'est aussi un tournage compliqué qui s'est étalé sur 2 ans. Compliqué, parce que l'on ne pouvait pas dépasser un certain nombre d'acteurs en même temps sur le plateau, ce qui n'était pas pratique pour les scènes de foule. Compliqué, parce qu'il fallait constamment réfléchir à de nouvelles méthodes ou technologies. Compliqué, parce que le film a été tourné en 3D relief. Je ne vais pas m'attarder sur la 3D du film, alors que c'est pourtant un sujet extrêmement intéressant. Je vais me contenter de dire qu'elle a nécessité la création d'une caméra spécifique qui avait pour particularité de posséder 2 objectifs, simulant les 2 yeux, réglables selon les effets de profondeur désirés. Le fait est que le résultat est admirable. J'adore la 3D d'Avatar, à tel point que j'ai mis des années avant de revoir le film ailleurs qu'au cinéma. Mais un jour j'ai craqué et j'ai fini par acheter le Blu-ray. Et ça a été une claque. Même en 2D, Avatar est un meilleur film 3D que la plupart des films 3D. Ça sonne étrange dit comme ça, mais disons que le relief du film n'est pas un gadget. Ce n'est pas une 3D de fête foraine. Tout a été pensé pour servir à la mise en scène. Donc même en 2D, la sensation de profondeur est assez intense et l'immersion est toujours aussi présente. Cependant, pour Cameron, la véritable révolution technologique, ça n'est pas la 3D. Non, c'est la simulcam. Comme on l'a dit, il y a eu le tournage en performance capture, puis le tournage des prises de vue en décor réel. Mais dans Avatar, il y a aussi des scènes d'interaction entre humains et Na'vi, qui mélangent les deux. Si le tournage dans le volume a été facilité par la caméra virtuelle, conçue par Glenn Derry et Rob Legato, qui permet de voir instantanément les personnages évoluer dans le décor du film tandis que les acteurs jouent, Dans une version SD dégueulasse évidemment, mais ça reste extrêmement pratique. la simulcam de son côté a permis de visualiser les personnages de synthèse dans les décors réels. Il y a donc eu 2 tournages pour une même scène. L'acteur qui incarne le personnage de synthèse en premier, puis le tournage en décor réel. Cameron avait un écran qui lui permettait de visualiser le personnage de synthèse, et ainsi il pouvait donner les meilleures indications possibles aux comédiens, notamment sur comment réagir et où regarder. Même si cette technique a énormément facilité le tournage de certaines scènes, il ne faut pas croire que tout a été simple. La scène de baston à la fin, avec Neytiri qui prend Jack dans ses bras, a par exemple été l'une des scènes les plus complexes à tourner. Il a fallu 15 mois pour la mettre en place. Je vous épargne tous les détails, mais cette scène est une véritable prouesse technique, surtout pour l'époque. Niveau interaction entre un personnage animé et un personnage réel, c'est l'équivalent de la claque qu'a été Roger Rabbit 20 ans plus tôt. Surtout quand on voit qu'en 2020, certains films n'arrivent toujours pas à bien gérer ce type d'interaction. Je pense notamment à un autre personnage bleu. Et oui, j'ai beau avoir trouvé le film Sonic sympathique sans être incroyable, il y a des passages où James Marsden ne sait pas où mettre ses bras. C'est au choix très drôle ou très gênant. Et ce n'est même pas dû au design de Sonic. Sérieusement, on est en 2020, ce genre de choses, ça devrait plus exister. Ce qu'il faut savoir à propos du tournage en volume, c'est que le tournage avec les acteurs en performance capture sert à saisir le jeu. Mais le tournage en tant que choix des plans, des cadrages, des mouvements de caméra, etc. est fait plus tard. Ce système permet d'intégrer les personnages dans une immense variété de plans, parfois totalement audacieux, que l'on ne pourrait pas faire autrement. Ce qui est logique vu que l'on possède une reproduction 3D des acteurs. Cameron a donc passé quasiment 1 an, seul, dans un studio de tournage, à filmer... rien de concret d'une certaine manière, puisqu'il filmait ses plans dans un univers totalement recréé en synthèse. Mais ce qui est intéressant de constater avec Avatar, c'est qu'à l'inverse de films tournés avec ce procédé, Cameron a souhaité conserver une réalisation en apparence très classique, traditionnelle. À l'inverse du Scrooge de Zemeckis, du Tintin de Spielberg, ou de certains passages du premier Hobbit de Jackson, avec une caméra totalement libre qui virevolte sans cesse et ose des plans assez dingues, avec des transitions inimaginables autrement, Cameron a fait le choix de rester d'une certaine manière assez sobre.
sobre. Parce que Cameron a toujours utilisé les nouvelles technologies pour faire des films traditionnels, même quand ces derniers révolutionnent le monde du cinéma. Ce qui est incroyable avec les effets visuels d'Avatar, c'est qu'ils n'ont pas pris une ride, ils sont toujours aussi sidérants, tout est magnifique. Sauf les Viper Wolf. C'est le seul truc qui a mal vieilli à mes yeux. C'est sûrement dû à leur texture de peau volontairement difficile à appréhender et à deviner, même si finalement aucune créature de Pandora ne possède de poils. Mais je trouve qu'ils font tout lisse, et en revoyant le film aujourd'hui, je trouve que contrairement à tout le reste, ils donnent plus l'impression d'être des animaux 3D intégrés dans un décor que de véritables animaux. Ce qui est un peu absurde, puisqu'au final, quasi tout le film est composé de créations numériques. Justement, en parlant de ça, à sa sortie, un pote qui a pourtant énormément aimé le film m'avait dit qu'à ses yeux, Avatar ressemblait plus à un film d'animation. Je comprends ce qu'il veut dire, et c'est bien la force du film. Puisque quasiment tous les décors et la majorité des personnages sont en images de synthèse, le film n'essaye pas de les incruster dans le réel. Au contraire, le film essaye d'intégrer le réel, et donc les humains, dans cet univers. Ce qui est très malin, et surtout très logique. Bah oui, sauf que peu de réalisateurs prennent le temps de le faire réellement. Ici, puisque l'univers a été créé, il doit exister, et c'est aux humains de s'y intégrer. D'où ce possible ressenti d'être face à un film d'animation. Mais ça marche, tout est cohérent visuellement, et les interactions entre les humains et les navis, les créatures sauvages ou tout simplement l'environnement fonctionnent parfaitement. Je ne vais pas plus m'attarder que ça sur la technique du film. Si comme moi ce sujet vous passionne, je vous conseille la lecture de ce livre. Et évidemment, il faut aussi voir les bonus du film sur le Blu-ray. En parlant des bonus du film, je vous conseille vivement de regarder celui qui s'appelle Crew Film The Volume, un faux documentaire sur l'acteur mocap Devin Corman, qui est totalement improbable et vraiment très drôle. On parlait de la création de l'univers du film, et avant de terminer, j'aimerais rapidement revenir sur sa musique. Composée par le regretté James Horner. Toute la problématique était de créer des sonorités d'un monde qui n'existe pas, et donc créer des musiques qui n'existent pas. Sauf que Cameron a finalement demandé à Horner de composer une musique qui mélange orchestre assez classique avec des sons tribaux, on va dire. D'ailleurs, avant d'avoir les musiques définitives, Cameron utilisait sur le tournage pour se mettre dans l'ambiance les musiques de James Horner composées pour le film Apocalypto. Un excellent film de Mel Gibson à voir absolument. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais Horner a enregistré énormément d'instruments et en a modifié ensuite le son afin qu'il sonne familier mais étranger en même temps. En toute honnêteté, j'adore la musique d'Avatar. C'est même l'une des musiques de film que j'écoute le plus. Alors que l'on ressent bien que James Horner s'est inspiré de son propre travail. Entre le thème principal, un poil pompé sur celui de Titanic, ou encore le fameux tanana qui lui est si cher. Mais si, vous savez. C'est quelques notes entendues pour la première fois dans Willow, si je ne dis pas de bêtises. Et qui dans Avatar semble totalement reprise de la musique de Stalingrad. Mais je suis un peu méchant. La plupart des grands compositeurs passent leur temps à se pomper. Non, rien de sale dans cette phrase. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur une critique que l'on fait souvent injustement à Avatar. Le film n'aurait laissé aucun impact sur la pop culture. Au-delà du fait que beaucoup plus de gens qu'on ne le pense attendent la suite de ce film, on peut constater que lors du Comic-Con 3010, il y a quelqu'un en cosplay de Na'vi, mais personne à Avengers par exemple. Et oui, dans 1000 ans, les gens considéreront toujours Avatar comme une référence. Et ça se comprend totalement, Avatar est un très grand film. Il est à la fois un gros blockbuster, et en même temps, le film d'un auteur qui révèle une véritable croyance dans le cinéma, animé par la sincérité de son récit, de son mythe. C'est une œuvre aux multiples influences qui nous plonge dans un univers méconnu et familier. Le succès d'Avatar est à la fois logique, dans son approche du récit et son aspect romanesque, mais c'est aussi une anomalie tant il s'agit d'un produit de science-fiction pur et dur pour nerds, avec un univers totalement imaginaire, des êtres improbables et des grosses machines. La réussite d'Avatar, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas un film qui se sert de la technologie pour impressionner les spectateurs sans rien raconter derrière, comme on l'entend trop souvent, mais au contraire, c'est un film qui a attendu que la technologie soit prête afin de pouvoir raconter son histoire. La technologie est au service du récit, et non l'inverse. Ce qui fait la force d'Avatar, c'est sa croyance dans le cinéma. C'est une grande fresque romanesque, mais avec les technologies modernes. L'avènement d'un nouveau monde, comme dit précédemment. D'un nouveau cinéma. Et c'est pour ça que j'aime tant Avatar. C'est beaucoup plus qu'un simple film pour moi. C'est le premier grand mythe que j'ai découvert au cinéma. C'est l'immersion dans un nouvel univers. Grâce à une révolution technologique, mais surtout grâce à la puissance de son récit. C'est la promesse de suite qui nous plongeront encore dans cet univers incroyable dans lequel il reste tant à explorer. Et c'est tout ce qui fait qu'au final, je préfère Avatar à Star Wars. Alors pour conclure, je ne dirai qu'une seule chose. Merci James Cameron. James Cameron does what James Cameron does because James Cameron is James Cameron.
His name is James Cameron, the bravest pioneer. No budget too steep, no sea too deep. Who's that? It's him, James Cameron. James Cameron, explorer of the sea, with the dying thirst to be the first. Could it be? Yeah, it's him, James Cameron. James Cameron, the bravest pioneer. No budget too steep, no sea too deep. Who's that? It's him, James Cameron. James Cameron, explorer of the sea, with the dying thirst to be the first.